Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue au débat organisé par l'Union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône sur la réforme de l'assurance chômage. Moi, je vais vite me présenter. Je m'appelle Chloé Broquet, donc je suis secrétaire départementale du comité des travailleurs privés d'emploi de la CGT dans les Bouches-du-Rhône et membre du bureau de l'UD. Du coup, je vais commencer par une brève introduction avant de passer la parole aux invités, aux camarades invités donc, qui sont là, qui sont venus du national et avec une camarade aussi présente ici. La pandémie et la crise sanitaire mondiale, ainsi que sa gestion, mettent en avant la faillite d'un système, celui du système capitaliste. Sa nature ne sera jamais de répondre aux besoins sociaux de la population. Pire encore, il accélère ce qu'il appelle le coût du travail. Pour cela, le patronat et les gouvernements successifs libéralisent des pans entiers de l'économie, cassent des statuts, le code du travail, les droits et garanties collectives, assèchent les finances publiques. À l'arrivée, c'est la casse des services publics, la casse de la sécurité sociale, la désindustrialisation, le chômage, la précarité et la misère. Des secteurs entiers comme le tourisme, la culture, l'aéronautique, la restauration sont actuellement à l'arrêt. 1 million de travailleurs ont perdu leur emploi en 2020, sans compter le chômage partiel. Plus de 800 plans de sauvegarde de l'emploi ont été mis en place. Les fermetures, délocalisations, restructurations, nos remplacements se multiplient. Partout, l'emploi est durement attaqué par le patronat. Parallèlement, on voit l'aide alimentaire se remplir. La quasi-totalité des organisations syndicales et politiques pratiquent des collectes et des solidarités pour essayer de faire face. Et pourtant, la crise n'a pas atteint sa pleine profondeur. Des milliers d'entreprises ne survivent actuellement que par les aides de l'État et les crédits sur les impôts et cotisations sociales. Une fois temps passé à la caisse, il est estimé qu'au moins 10 000 entreprises pourraient immédiatement faire faillite. Quelles solutions proposent alors nos gouvernements ? Ils organisent des plans de relance. Déjà plus de 430 milliards d'euros distribués aux grandes entreprises françaises. Rien de plus qu'un nouveau CICE, à l'occasion duquel Pierre Gattaz, alors patron du MEDEF, avait promis la création d'1 million d'emplois dont nous n'avons jamais vu la couleur. En fait, tous ces plans de relance, organisés par l'Union européenne, ses organisations et ses branches, vont être des centaines de milliards de cadeaux au monopole, sans aucun retour pour notre part, mis à part un endettement sur des générations entières. Ces milliards, nous devrons les payer en coupe, dans les services publics, en hausse d'impôts sur la consommation comme la TVA, en casse de la Sécu. Aucun cadeau, aucun plan de relance à la machine infernale n'endiguera cette crise qui est le produit de l'économie capitaliste elle-même. Face à cela, nous opposons le droit au travail garanti pour tous. Ce ne sont pas les profits des monopoles qu'il faut sauver, mais nos besoins sociaux qu'il faut satisfaire. Alors que nous devons être unis contre le Covid, selon Macron, le gouvernement maintient sa réforme de l'assurance chômage, qui va attaquer l'indemnisation de près d'1,5 million de travailleurs privés d'emploi. Et à l'intérieur des pôles emploi, les agents d'accueil sont mutés au centre de contrôle de recherche d'emploi. Les mesures sanitaires servent à bafouer le droit à s'organiser, à être accompagnés. En utilisant la crise sanitaire pour nous faire arrêter les rassemblements, grèves, occupations, manifestations, ils empilent des lois sécuritaires les unes sur les autres pour mieux nous réprimer, par une pédagogie de la défaite qui voudrait nous hypnotiser et nous amener à considérer le règne du capital comme un horizon indépassable. Mais un mouvement s'est dressé et continue de se construire pour s'opposer à cette réforme. Les travailleuses et travailleurs de la culture, étudiantes et étudiants de la culture, sont mobilisés depuis le 4 mars sur leur lieu de travail pour combattre cette réforme. Ce mouvement concerne tous les privés d'emploi, tous les précaires, tous les travailleurs et travailleuses. Car défendre l'indemnisation chômage financée par les cotisations sociales, c'est défendre le principe que quand un travailleur est sans emploi, c'est à la classe patronale tout entière qu'il faut payer. Cette lutte est capitale pour préserver nos droits quand nous n'avons pas de travail et pour avoir le pouvoir de refuser quand un travail est trop mal payé, trop dangereux, inacceptable pour une raison ou pour une autre. C'est parce que la pression du chômage existe que les luttes sur les lieux de travail sont dures. Défendre l'indemnisation et les droits de tous les chômeurs, c'est défendre la capacité de lutte de tous les travailleurs. Aujourd'hui, nous avons besoin de dire stop. La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat. Nous avons des besoins sociaux et nous voulons qu'ils soient satisfaits. Nous resterons debout pour affirmer qu'un autre monde doit être construit. Je vais passer. La parole maintenant est à Denis. Oui. Bonjour à toutes et tous. Denis Gravouille. Alors, je suis en charge dans la direction confédérale de la question assurance chômage et je suis aussi secrétaire général de la CGT Spectacle. Donc on est
doublement concernés. Mais je laisserai Catherine tout à l'heure parler plus particulièrement des lieux occupés, d'où est parti, comme l'a dit Chloé, le mouvement de contestation, qui concerne d'ailleurs aussi des questions dans le spectacle, notamment le fait de vouloir travailler, et la réouverture ne réglera pas ce problème. On en reparlera en termes de possibilité de travailler, et tous les droits sociaux. Mais on va se concentrer particulièrement sur l'assurance chômage, qui paradoxalement ne concerne pas directement les intermittents du spectacle que nous représentons, mais qui le concernera directement à un moment ou un autre, puisque la prolongation des droits à l'assurance chômage ne peut se faire que dans le contexte d'une annulation de la réforme de l'assurance chômage, puisque ça nous a carrément été dit par le ministère du Travail qu'ils ne voyaient pas une grosse prolongation alors qu'ils sont obligés de faire des économies. Ils sont obligés. Ils veulent faire des économies sur les allocations chômage dès le 1er juillet. Chloé l'a dit, cette réforme, elle s'inscrit dans un calendrier libéral qui est un calendrier aussi de destruction du Code du travail, des droits sociaux en général. C'est l'aggravation et la prolongation de politiques qui sont menées depuis des années pour réduire, pour non seulement augmenter la précarité et dans le même temps réduire la protection sociale, notamment pour ceux qui sont les plus précaires. On s'est battu contre la loi travail, contre les ordonnances qui augmentent la précarité et les recettes sont nombreuses, on pourra les détailler. Et dans le même temps, on se bat pour non seulement empêcher la casse de la protection sociale, mais en plus proposer une autre protection sociale qui couvrirait tout le monde. Et c'est notamment ce qu'on essaie de défendre. Il méritera un autre débat à travers la sécurité sociale professionnelle, le nouveau statut du travail salarié, qui est une réponse pour que tout le monde soit couvert. Mais pour s'arrêter plus particulièrement sur cette réforme de l'assurance chômage, il faut d'abord savoir que ça vient de loin. Macron a promis une réforme. Par contre, il n'est pas parlé de la baisse des droits. On lit toujours qu'il fait ce qu'il a dit. La baisse des droits, c'était pas au programme. Il avait dit plutôt qu'il l'ouvrirait, l'assurance chômage. Il a commencé par supprimer la cotisation sociale, de remplacer la cotisation salariale par un impôt, la CSG, la contribution sociale généralisée, ce qui change la nature. Parce qu'en gros, si on fait court, ça veut dire qu'on remplace le fait que tu aies travaillé et que tu aies cotisé, donc tu as des droits, par un impôt où l'État est bien sympa de te filer une allocation sociale et de la conditionner à beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, ce changement de nature du passage de la cotisation salariale à la CSG. Outre le fait que c'est une tartufferie où, soi-disant, ça a permis d'augmenter le pouvoir d'achat de, soi-disant, quelques euros. Et puis, évidemment, ça s'accompagne d'un énorme chantage à l'emploi, puisque derrière ça, on se souvient du traverse la rue, tu trouveras du boulot, et de ce chantage-là. En gros, ça consiste, la philosophie de la réforme, qu'ils ont le front, par un retournement sémantique, d'appeler liberté de choix sur l'avenir professionnel, en gros, d'imaginer que si on coupe les vivres aux chômeurs ou si on baisse leurs droits, on va se retrouver avec des gens qui vont plus activement chercher du boulot, comme si les chômeurs n'en cherchaient pas, ce qui est évidemment faux. Il suffit de regarder le nombre de chômeurs qui sont déjà pas indemnisés, puisque parmi les gens qui sont inscrits à Pôle emploi, et qui sont plus de 6,5 millions, il y en a déjà 4 sur 10 qui sont seulement indemnisés, donc plus de 6 sur 10 qui ne le sont pas, sans compter tout ce qu'on appelle le halo du chômage, qui concerne plusieurs millions de personnes. Et donc, tous ceux qui ne sont déjà pas indemnisés, ça n'a rien changé au fait que ça a créé de l'emploi de leur couper les vivres. Donc la preuve en est qu'il faut une autre protection. Alors concrètement, parce que là, au-delà de ces considérations dont on pourra revenir dans le débat, il faut déjà dire concrètement ce que ça veut dire, cette réforme d'assurance chômage. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va augmenter le nombre de gens qui seront sans indemnité ou avec une indemnité plus faible. Il y a plusieurs volets. D'abord, il faut se rappeler que la réforme, elle a commencé avant la crise Covid. Le 1er novembre 2019, il y a déjà eu un durcissement du seuil d'accès aux droits qui a porté de 4 mois sur 28 mois à 6 mois sur 24 le seuil d'ouverture de droits. C'est un tout petit peu technique, mais ça veut dire qu'en gros, il fallait avoir travaillé quasiment 2 fois plus pour avoir droit à un début d'indemnisation chômage pendant quelques mois. Et ça a déjà fait 20 000 perdants. Et ça n'a pas été corrigé au moment où le Covid est arrivé, puisqu'il a fallu attendre le 1er août 2020, un changement de gouvernement Macron, pour qu'on revienne à moitié en arrière en revenant à 4 mois sur 24 comme seuil d'ouverture de droit. Et ça, c'est une mesure particulièrement injuste pour les plus jeunes, puisque sont le plus touchés les moins de 26 ans, notamment ceux qui ont fait des études courtes et qui sont retrouvés les principales victimes. Et donc, qui ont déjà perdu, et particulièrement avec l'addition, avec la crise
de l'emploi qui a été provoquée par la crise sanitaire et qui n'a pas été gérée, notamment par des changements d'ouverture de droits ou des petites prolongations de droits seulement pour certains. Alors, cette mesure-là, donc elle est un peu suspendue, mais elle va revenir avec la réforme. On va y revenir après, parce que dans le calendrier, il y a 2 temps à peu près. Il y a 3 ou 4 mesures, mais il y a 2 temps. Il y a un premier temps qui est le 1er juillet. Le 1er juillet prochain, c'est inscrit dans le décret du 31 mars 2021. 1er juillet, on va changer le mode de calcul de ce qu'on appelle le salaire journalier de référence, c'est-à-dire en gros le salaire moyen, qui est la base de tout le calcul de l'allocation. C'est à partir de là qu'on détermine le montant de l'allocation, mais qu'on détermine aussi le rythme de versement de l'allocation, qu'on détermine des carences pour indemnité de congés payés, par exemple, souvent c'est le cas pour les intérimaires. Et donc c'est le cœur du réacteur, le SJR. Et c'est bien pour ça qu'en changeant ce mode de calcul du SJR dont tout découle, l'UNEDIC, qui est l'organisme qui gère l'assurance chômage, qui est le seul à avoir fait une étude d'impact, puisque le gouvernement n'en a pas fait, n'a pas dit combien de personnes ça allait toucher et combien ça allait faire d'économies, juste de façon globale. L'UNEDIC a estimé qu'il y avait 1,15 million de personnes qui allaient perdre des droits au 1er juillet. C'est même plus que les 800 000 qui avaient été annoncés dans un premier temps. On voit des affiches à 800 000, mais c'est 1,15 million de perdants avec la mesure du 1er juillet. Je vais revenir un tout petit peu après sur comment c'est fait pour être perdu. Et puis, il y a une autre mesure qui rentre en vigueur au 1er juillet, mais en réalité, 7 mois plus tard, c'est une dégressivité pour les cadres qui avaient gagné plus de 4 500 €. On peut se dire c'est pas grave, ils gagnent beaucoup. Mais quand on commence à mettre une dégressivité pour ceux qui cotisent le plus, c'est déjà pas normal, notamment pour des cadres qui peuvent avoir du mal à retrouver du boulot. Hein. Souvent, par exemple, des femmes après 50 ans, on préfère les remplacer par des plus jeunes, même cadres. Et puis, quand tu mets la dégressivité de 30% des allocations au 7e mois, tu le prévois pour tout le monde au bout d'un moment. Ça a déjà existé. Donc ça, c'est les mesures au 1er juillet. Je vais revenir sur le mode de calcul, comme je l'ai dit. Et deuxième temps, à une date qui n'est pas fixée, on n'est pas encore sûr de la date, puisque la loi prévoit une usine à gaz pour calculer une baisse du chômage dont je vous épargne le mode de calcul. Mais en gros, si le gouvernement constate par arrêté une baisse du chômage certaine pendant quelques mois, pendant 6 mois de suite, plus une augmentation des demandes d'embauche, eh bien, dans le premier semestre 2022, donc ça viendrait vite, il y aurait à nouveau le durcissement du seuil d'accès qui reviendrait à 6 mois sur 24, comme ça a été le cas à partir du 1er novembre jusqu'en août, c'est-à-dire une mesure qui va faire perdre des droits ou les retarder tellement que c'est quasiment les faire perdre à presque 500 000 personnes, et encore une fois, en grande proportion des jeunes de moins de 26 ans, puisqu'ils seraient un tiers parmi les gens à être touchés, alors qu'évidemment les moins de 26 ans ne sont pas un tiers de la population active. Donc, pour résumer, puis il y a un durcissement de la dégressivité. Pour résumer, 1er juillet, on baisse les allocations. On instaure la dégressivité pour les cadres à partir de 7 mois après. Et début 2022, on durcit la dégressivité et on change le seuil d'accès environ des gens de l'assurance chômage. Et puis, pour faire comme si c'était équilibré, on met un bonus-malus, une augmentation des cotisations patronales, mais seulement en septembre 2022 ou en octobre 2022, et d'un niveau tellement faible que ça ne risque de rien changer. C'est censé inciter les entreprises à embaucher des contrats plus longs. Mais on commence d'abord par virer les chômeurs qui ne peuvent rien à leur façon de trouver des contrats, parce que c'est les employeurs qui décident. On commence pour rien. Donc, juste, je fais un petit focus, et après on va développer sur la mesure du 1er juillet, qui est la mesure la plus violente et la plus immédiate, au 1er juillet 2021. Il est question donc de changer le mode de calcul du salaire journalier de référence. Alors, pour ne pas faire peur à ceux qui sont non matheux, il y a Olivier Matheux, là, pas loin. Mais c'était facile. Pour ceux qui... Surtout qu'il faudrait quelques tableaux, on va renvoyer au texte. Le mode de calcul, il change non seulement l'allocation à la baisse, mais il change la nature de l'assurance chômage. Pourquoi ? Parce que, en gros, pour calculer ce salaire de base, qui est en gros le salaire normalement moyen, le salaire journalier de référence, on prend tous les salaires et on le divise par le nombre de jours de travail, ce qui fait à peu près le salaire moyen par jour. Eh bien, là, on va prendre tous les salaires divisés par le nombre de jours
de la période sur laquelle s'étalent les contrats. Donc ça ne change rien pour quelqu'un qui a un contrat continu, par exemple, sur un an, qui a été pris en CDD pendant un an. Par contre, quelqu'un qui a eu, par exemple, 2 contrats de travail de 3 mois, mais espacés par 6 mois de travail, par exemple, le premier trimestre d'une année, en 2021, puis 6 mois de chômage, puis un contrat au dernier trimestre. Et bien lui, il a toujours les mêmes salaires, 6 mois de travail, on ne l'a pas augmenté. Mais par contre, on divise non plus par 180 jours, 6 mois de travail, mais on divise par 365. Donc on divise 2 fois plus ce salaire, et son salaire journalier de référence, il va baisser quasiment de moitié. Alors ce système-là, on a déjà gagné au Conseil d'État, nous, la CGT, avec d'autres organisations, l'annulation de ce mode de calcul en disant que c'était totalement injuste. Mais le Conseil d'État a annulé le fait que ce soit une trop grande rupture d'égalité. Il n'a pas annulé le principe même de retenir des jours de chômage dans le mode de calcul. Donc le gouvernement a décidé qu'il maintenait le mode de calcul, mais en l'amoindrissant avec un plancher pour pas que ça descende en dessous d'une division par à peu près 2. Mais dans les faits, on va montrer, et on va le montrer avec différentes études, que si c'est totalement inégalitaire, parce qu'on peut avoir des écarts énormes, bien plus que de 1 à 2, bien plus que de 1 à 4, et même dans certains cas de 1 à 50, parce que ça prive d'indemnisation beaucoup de monde. Et donc c'est ça que l'on combat. C'est le principe même de cette réforme d'assurance chômage, alors qu'il faudrait faire beaucoup d'autres choses. Il faudrait couvrir, mais je pense qu'on va y revenir, toutes les personnes. On a un droit au travail et tout le monde devrait avoir un revenu de remplacement. Mais là, en l'occurrence, il faut faire annuler cette réforme parce que c'est vraiment la plus violente des réformes. Ce n'est pas la seule, ce n'est pas la première fois, mais c'est la plus violente des réformes que l'on connaît depuis des années et des années. Il y a déjà eu des baisses de droits et ça s'inscrit dans un mouvement de baisse de droits de convention assurance chômage que nous, la CGT, nous n'avons pas signé et que nous avons combattu. Mais là, c'est une violence considérable. On n'a jamais eu une telle économie aussi violente sur les chômeurs et on se retrouve avec des inégalités énormes. C'est-à-dire qu'entre 2 personnes qui ont travaillé la même durée, au même salaire, par exemple 6 mois au SMIC, selon qu'on ait travaillé 6 mois d'un seul coup ou au contraire de façon très fractionnée, eh bien, on va se retrouver avec des baisses d'allocations chômage qui peuvent être presque infinies, et vraiment extrêmement infinies. Et c'est ça que l'on combat, c'est ça qu'on va démontrer, c'est ça qui concerne le fait que ça touche des intérimaires, des saisonniers, des guides conférenciers, des maîtres d'hôtel, toutes sortes de professions, mais évidemment, en plus, des professions qui ont été particulièrement touchées par la crise sanitaire. Alors certains disent dans les soutiens du gouvernement ou l'ex-soutien du gouvernement que ce n'est pas le moment de faire la réforme. C'est sûr que c'est particulièrement violent à cause de la réforme, mais de toute façon, ce n'est jamais le moment de mettre en place cette réforme. Et je termine juste sur... Oui, à cause de la pandémie, mais je vais terminer juste pour passer la parole, bien sûr, sur le fait que, à travers, au départ, le mouvement des occupations, on a réussi à mobiliser sur cette réforme d'assurance chômage sur laquelle on a beaucoup de mal, y compris à mobiliser. Et derrière, grâce au soutien et grâce à l'implication d'une grande partie de la CGT, de beaucoup d'unions départementales, et en particulier ici dans les Bouches-du-Rhône, les manifestations du 23 avril ont permis de mobiliser beaucoup de professions, ce qui est une première dans l'assurance chômage, ce qui est une première, et bien sûr on faisait le lien avec toutes les suppressions d'emplois, c'était emploi, protection sociale et assurance chômage, mais c'est là qu'il faut faire converger les luttes, parce que évidemment tous ceux qui se battent pour ne pas avoir supprimé leur emploi, tous ceux qui se battent pour qu'il y ait des embauches dans les services publics, tous ceux qui se battent pour que la protection sociale soit développée, c'est le même combat, c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à développer les luttes en commun, et évidemment qu'on continue le 1er mai et sur la suite. Voilà, j'ai déjà fait trop long, je laisse la parole à Catherine. Non, c'est Cécile. Oui, bonjour, donc Cécile Velasquez, donc pour la Fédération des organismes sociaux, et également je suis administratrice à Pôle emploi pour la CGT au niveau national. Donc brièvement, cette réforme de l'assurance chômage, on l'a vu, donc va notamment abîmer les droits des privés d'emploi,
Mais si c'est là aussi une grosse inquiétude concernant les agents de Pôle emploi. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, cette réforme crée de l'inquiétude des deux côtés du guichet. Et on le voit notamment parce qu'en fait, les agents vont devoir pousser les chômeurs à reprendre des emplois en sachant pertinemment que ça risque de leur faire perdre des niveaux d'allocation importants. Il faut savoir quand même que les agents de Pôle emploi sont soumis aussi, parce qu'il y a une véritable casse du service public de l'emploi qui est entamée depuis plusieurs années. Il y a de l'externalisation à tout va. Plutôt que de faire monter en compétence les agents, on donne des contrats, des marchés publics et donc de l'argent public à des boîtes qui sont parfois, comment dire, plus que limite concernant l'accompagnement à l'emploi. Il y en a qui s'enrichissent fortement, un petit peu comme les cabinets pour les PSE et les reclassements. Et donc là, en fait, c'est vraiment dommage que Pôle emploi recourt à ça. Donc c'est vrai que les agents sont limités, notamment dans ce qu'ils peuvent faire, dans les propositions qu'ils peuvent apporter. Et c'est vrai que cette nouvelle réforme va encore augmenter le risque d'incivilité et de violence, notamment dans les accueils. Parce qu'il faut savoir que c'est un milieu donc, très, très anxiogène pour les agents. Et en ce qui concerne aussi le service public de l'emploi, comme je vous l'ai dit, là, notamment aussi en tant qu'administratrice, il faut savoir qu'il y a une numérisation à tout va qui est lancée. Et il faut savoir que malgré tout, tout le monde n'a pas encore accès à Internet, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir le forfait, tout simplement pour des questions d'argent. Après, il y a aussi une question parfois de pratique de la langue. Donc c'est vraiment un des points d'alerte qu'on peut avoir, puisque donc, quand vous présentez aujourd'hui à l'accueil de Pôle emploi, bien souvent on vous demande d'aller sur une borne pour faire votre actualisation, pour faire vos démarches. Et là, en fait, ça met de côté une partie importante des personnes en difficulté. Il faut savoir aussi que Pôle emploi va mettre en place, parce que donc, ils ont déjà fait des économies à tous les niveaux concernant le personnel. Et là, comme on arrive à l'os, dans leur prochain projet, les économies vont se faire sur l'immobilier. Donc on peut penser, on ne voit pas forcément la conséquence immédiate, mais la conséquence immédiate, ça va être que des agences, par exemple en centre-ville, faciles d'accès et bien desservies par les transports en commun, vont fermer parce que tout simplement Pôle emploi va faire dessus des opérations immobilières et puis va aller mettre des agences dans des zones, par exemple commerciales, plus éloignées. Donc ça fait partie donc, des choses qu'il va falloir aussi, pour lesquelles il va falloir être vigilante. Il faut savoir également, comme je vous l'ai dit, donc, que pour la Fédération des organismes sociaux qui syndique une partie des agents de Pôle emploi, la question de l'allocation chômage est aussi une question primordiale, puisque donc va en découler aussi toute une problématique liée à la précarité et à la pauvreté, puisque nous avons également dans notre fédération par exemple les caisses d'allocation familiale, la sécurité sociale et aussi l'assurance retraite et également les missions locales qui ont la particularité de prendre en charge donc les jeunes de 16 à 25 ans et qui sont aussi donc acteurs pour leur insertion professionnelle. Et donc c'est aussi la question de la jeunesse qui est une question donc primordiale pour nous, puisqu'on le voit, les effets d'annonce du gouvernement avec un plan qui s'appelle « Un jeune, une solution », en fait c'est plutôt un jeune et une subvention à un patron pour un stage ou pour un CDD ou pour quelque chose qui n'est pas un emploi au sens auquel on voudrait le mettre. Donc c'est vrai que c'est aussi pouvoir dénoncer ces politiques, en fait, puisque les patrons donc, ont des exonérations de cotisations sociales à tout va depuis le début de la crise, enfin même déjà largement avant, mais avec la crise, ils ont pu accentuer le phénomène. Et il faut savoir qu'en contrepartie, il n'y a absolument rien pour nos jeunes. Et comme on l'a dit, comme l'a dit Chloé en introduction, pendant ce temps-là, en fait, les jeunes, ils vont faire la queue à l'aide alimentaire, au secours populaire, où ils sont obligés de s'auto-organiser sur les campus parce que le Crous ne fait pas grand-chose. Ou par exemple, à Bordeaux, le Crous refuse l'argent liquide. Donc c'est vrai que c'est une problématique de plus pour l'accès. Oui, on me dit qu'à Marseille aussi. Donc voilà, donc on le voit, la jeunesse va payer un lourd tribut à cette réforme de l'assurance chômage, donc il faut qu'on arrive à pouvoir la mobiliser, mais aussi nous tous, puisque nous sommes tous concernés, parce que on a tous été jeunes à un moment donné,
On a tous des personnes qui sont inquiètes pour leur emploi aujourd'hui. Et on le voit, il va y avoir simplement une... Comment dire? C'est seulement par la mobilisation et par la lutte qu'on pourra arriver à faire reculer ce gouvernement. Parce qu'il faut bien se dire que cette réforme de l'assurance chômage, c'est un marché qui a été passé aussi avec l'Union européenne dans le cadre du plan de relance qui est prévu. C'est écrit noir sur blanc. La réforme de l'assurance chômage doit se faire, et également la réforme des retraites qui va certainement revenir très vite, puisque tout simplement, c'est la condition pour que l'Union européenne verse à la France les 700 et quelques milliards, même pas du plan de relance, qui est de toute façon largement insuffisant pour créer des emplois et relancer notre activité économique. Voilà, donc on sait que de l'autre côté, dans le camp d'en face, ils ne reculeront pas, sauf si nous, on arrive à prendre la rue comme ça commence à être fait, et si on arrive à faire converger toutes les luttes, parce qu'il faut se dire, il n'y a pas que les gens qui sont concernés aujourd'hui par une perte d'emploi, c'est-à-dire que demain, avec la fin de l'activité partielle, certes on nous dit que ça va réouvrir les restos, mais combien vont pouvoir réouvrir? Combien vont avoir encore de quoi passer l'été? Donc je pense qu'on est beaucoup plus qu'annoncé à être concerné par cette situation d'emploi. Puis d'autre part, il faut quand même dire que concernant l'indemnisation chômage, donc c'est aussi un tout, hein, ça fait partie de la sécurité sociale comme on l'entend au sein de la CGT, et qui doit nous protéger de la naissance jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il faut nous ôter la peur du lendemain, c'est ce que disait Ambroise Croizat. Voilà, et c'est sur cette base-là, pour nous, la sécurité sociale, c'est une idée neuve, c'est toujours d'actualité, et on ne pourrait pas comprendre que la France ait pu construire, au sortir de la guerre, a pu reconstruire un système de sécurité sociale pour enlever la précarité et reconstruire le pays, et que nous, en France, aujourd'hui, 6e puissance mondiale, on n'arrive pas à faire en sorte que nos privés d'emploi soient indemnisés correctement. Comment on peut entendre que des gens, on va leur dire, ben, aujourd'hui, vous avez 900 € d'allocation chômage, demain, ça sera 660. 660 €, qui peut vivre aujourd'hui avec 660 € en France? Il y a déjà 10 millions de pauvres, mais comment on va pouvoir continuer sur ce rythme-là? Enfin, à un moment donné, c'est pas possible. Voilà, enfin, on est en France, en 2021, il y a des gens qui font la queue pour l'aide alimentaire, il y a des étudiants qui n'osent même pas dire à leurs parents qu'ils vont faire la queue au secours populaire, quoi. Voilà, donc c'est quelque chose de global, la lutte contre cette réforme, parce qu'il faut absolument, voilà, c'est de là que ça va repartir. Il faut qu'on reparte pour gagner des choses et pour arriver à protéger la population et mettre en place les droits auxquels tout le monde doit pouvoir aspirer pour pouvoir avoir une vie correcte. C'est tout simplement ce qu'on demande, c'est que la classe ouvrière, le monde populaire, doit pouvoir vivre correctement en France en 2021. Merci. Merci. Alors, il y a Denis qui a vraiment très bien expliqué la réforme, donc bon, je vais pas revenir dessus, mais je pense par contre ce qui est intéressant, c'est de dire comment est-ce que le gouvernement il justifie cette réforme, par quelle idée, quelle est l'idéologie aujourd'hui que le gouvernement il tente de nous imposer dans les médias. Il y a deux idées qui sont les plus mises en avant. La première idée, ce serait que la réforme de l'assurance chômage, elle lutterait contre la précarité. Et que pour lutter contre la précarité, il faudrait du coup baisser les droits d'indemnisation chômage des travailleurs précaires. Donc c'est bien évidemment, c'est totalement fou de penser comme ça. Et on voit bien que ce mode de raisonnement, qui est vraiment de l'idéologie libérale, mais pure, elle ne résiste pas à la réalité quand on sait qu'aujourd'hui, 80% des contrats qui sont édictés, qui sont créés par le patronat, puisque jusqu'à aujourd'hui, c'est le patronat qui décide de la nature des contrats, c'est pas les travailleurs, et 80% des contrats qui sont proposés aujourd'hui, c'est des contrats précaires. Et la moitié de ces contrats précaires ont une durée inférieure à 7 jours. C'est ça la réalité, c'est ça aujourd'hui que le patronat il propose aux jeunes, et aux moins jeunes aussi, mais aux jeunes. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. La deuxième chose, et Denis l'a expliqué, le cumul ARE, donc indemnisation chômage et salaire, va être très compliqué pour tous les salariés qui sont à temps partiel. Et là encore, on nous dit, les salariés à temps partiel, c'est majoritairement des femmes, parce que les femmes, soi-disant, elles souhaiteraient être un peu plus à la maison pour pouvoir s'occuper des enfants. Eh bien, c'est faux.
Voilà, c'est faux, c'est totalement faux. 70% des femmes, elles disent qu'elles subissent le temps partiel. Donc il y a des idées qui sont totalement réactionnaires. Des idées qui sont réactionnaires. C'est un projet qui est réactionnaire et qui tente de nous imposer des contre-vérités en disant que ce sont les travailleurs qui choisiraient la précarité et donc il faudrait les empêcher de choisir cette précarité-là. Puisque, comme Denis l'a rappelé, la seule mesure qui pouvait contraindre le patronat à dire vous allez un peu vous calmer sur la précarité, et c'était même pas du tout d'ailleurs ce que la CGT, elle mettait en avant comme outil de lutte contre la précarité, mais c'était le système de bonus-malus. Et ce système-là, lui, il va être repoussé à septembre 2022. Bon. Et la deuxième idée, qui est très forte aussi, c'est que, soi-disant, l'assurance chômage, elle serait trop généreuse. Et que c'est l'assurance chômage, c'est parce que l'assurance chômage serait trop généreuse que du coup, on aurait en France, contrairement en Allemagne ou dans d'autres pays, un niveau de chômage qui est élevé. Alors Denis l'a rappelé, il n'y a que 40% des chômeurs inscrits à Pôle emploi qui sont indemnisés. Puis si on prend en compte tous les chômeurs que compte ce pays, ben, on peut tomber aux alentours des 15%, 20% seulement des chômeurs qui sont indemnisés. Donc là, on voit bien que tout le discours du gouvernement sur les droits, les devoirs, en réalité, c'est un discours qui n'a aucune emprise dans la réalité. Et puis, la deuxième chose, et ça l'UNEDIC aussi l'a montré, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus du tiers des allocataires qui ouvrent des droits à l'indemnisation chômage retravaillent. Ils retravaillent avant l'expiration de leurs droits. Donc cette idée qu'on aurait face à nous des chômeurs qui sont calculateurs et qui se disent bah, « je travaille un petit moment et puis après je vais avoir des droits, comme ça je vais pouvoir me reposer et puis quand mes droits seront finis, je vais reprendre du boulot », ça c'est pareil, ça n'existe pas. Les allocataires, c'est-à-dire les chômeurs qui sont indemnisés, ils travaillent et ils ne finissent pas leurs droits. Les deux tiers même, les deux tiers. Voilà, donc c'est important et du coup, il faut poser cette question. Si ce n'est pas les chômeurs qui choisissent le chômage, si ce n'est pas l'assurance chômage qui favorise le chômage, alors qui favorise le chômage? C'est-à-dire qui a fait en sorte de massacrer de l'emploi à Blanquefort, à Ford, qui a décidé de fermer ArcelorMittal à Florange, qui a décidé de fermer Goodyear à Amiens? Est-ce que ce sont les travailleurs ou est-ce que ce sont les patronats de ces boîtes-là? Bon, eh ben, c'est le patronat qui a décidé de casser l'emploi et depuis 2007, le patronat il n'a pas attendu le coronavirus pour commencer à détruire de l'emploi. C'est le patronat qui décide de casser l'emploi. Et l'État, depuis 2007, et la révision générale des politiques publiques, on a le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Le gouvernement, il est en train lui-même de mettre en place une loi qui va casser le statut, qui va précariser les travailleurs qui remplissent des missions de service public. Donc c'est un gouvernement qui lui-même sur son personnel casse l'emploi, casse les services publics et précarise l'emploi, qui nous dit qu'il faut faire une réforme parce que l'assurance chômage, elle favoriserait la précarité et le chômage. Bon voilà, donc c'est un peu fou et ceux qui résistent en réalité à ça, ce sont les travailleurs. Ce sont les travailleurs et notamment, il y a des luttes en cours dans le département qui sont extraordinaires, comme les luttes qui sont menées par les camarades de Carrefour à Port-de-Bouc ou au Carrefour Merlan, la lutte des camarades d'ArcelorMittal à Fos, et puis bien évidemment, la lutte héroïque des camarades de Gardanne qui se battent, qui sont en grève depuis le 7 décembre 2018 pour la sauvegarde des 1000 emplois directs et des 5000 emplois qui seraient induits si la centrale de Gardanne, elle ferme. Ça encore, les camarades de Gardanne, ils ont des projets et le gouvernement, il est absent. Le gouvernement, il a été absent quand il s'agissait de maintenir l'activité à Ford, à Blanquefort. Il est absent quand il s'agit de maintenir l'activité ici à Gardanne d'une centrale qui répond à des besoins sociaux. Donc, il faut dire que c'est le chômage, c'est le gouvernement, c'est le patronat qui l'organise et qui en sont les seuls responsables. Nous, la CGT, on a des revendications sur l'emploi. Je pense notamment aux 32 heures et puis à d'autres projets qui sont revendiqués par des fédérations, comme la reconquête du service public de l'énergie de la fédération de la mine énergie, comme la reconquête d'un vrai service public de la SNCF, avec notamment tout le projet qu'il y a sur les frais de ferroviaire. Et de l'emploi, on le rappelle, 1 million d'emplois, c'est 39 milliards de cotisations pour notre système de protection sociale. Les 32 heures, c'est 4 millions d'emplois. 4 millions d'emplois, ça fait plus de 120 milliards d'euros pour notre système de protection sociale. 120 milliards d'euros, c'est exactement le montant qu'il faudrait pour qu'il y ait 100% des chômeurs dans ce pays qui soient indemnisés.
Donc nous, à la CGT, on le revendique. Il faut choisir l'emploi au chômage, et donc il faut une autre politique de l'emploi, et il faut contraindre le patronat à embaucher. Parce que le gouvernement, cette réforme-là, mais comme les anciennes, comme le rappelait Denis, le seul discours qu'on a face à nous, c'est il faut réduire les dépenses. Et ben nous, la CGT, on dit il faut plutôt augmenter les ressources. Et encore une fois, il y a l'emploi, il y a l'égalité salariale homme-femme, il y a l'arrêt de tous ces multiples dispositifs d'exonération de cotisations. Et donc il y a la question de la réforme. Denis, il a montré les conséquences. Et puis il y a aussi la situation d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, et c'est important de le rappeler, il y a 14 000 privés d'emploi, 14 000 travailleurs qui meurent chaque année du chômage. 14 000 travailleurs qui meurent chaque année du chômage. La limite, elle est où à ce gouvernement? Quand il nous dit qu'il va baisser l'indemnisation des chômeurs, quand il nous dit qu'il va empêcher qu'il y ait 500 000 travailleurs privés d'emploi qui aient une indemnisation au chômage, elle est où la limite? À partir de quelle dizaine de milliers de morts on arrête de baisser comme ça les droits des travailleurs privés d'emploi et précaires? Il y a 2 millions aujourd'hui de foyers qui sont allocataires du RSA, c'est-à-dire des travailleurs qui tentent de survivre, eux et leurs familles, puisque je rappelle que pour être allocataire du RSA, on calcule les revenus du couple. Donc il y a 2 millions de foyers qui survivent aujourd'hui avec 564 € par mois. Et comme si ça ne suffisait pas, Pôle emploi, il nous dit il faut rechercher de l'emploi. Pôle emploi, aujourd'hui, radie des travailleurs qui sont en fin de droit, c'est-à-dire qui sont au RSA, parce que soi-disant, ils ne rechercheraient pas assez de l'emploi. Mais bien évidemment, on ne peut pas rechercher de l'emploi avec 560 €. Elle est où la liberté quand on est à 564 € par mois? La liberté, c'est de choisir entre payer son loyer ou payer ses courses. La liberté, c'est de choisir entre payer les frais de scolarité de son gamin ou les frais de sa santé. Voilà, donc il faut sortir les travailleurs de la prison de misère dans laquelle le patronat et les gouvernements les enferment. Et ça passe évidemment par la reconquête de notre système de protection sociale, comme Cécile l'a rappelé, avec la sécurité sociale et l'indemnisation de tous les travailleurs qui sont privés d'emploi. Et c'est un enjeu de classe. C'est un enjeu de classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le patronat il est fort, si le patronat il arrive boîte par boîte à imposer des accords de performance collective, des augmentations de temps de travail, des baisses de salaire, des remises en question des congés payés comme dans la fonction publique, c'est parce qu'il y a un chômage qui est élevé, et déjà un chômage élevé avec des indemnités qui sont très faibles. Et donc oui, les travailleurs, ils ont la boule au ventre de pouvoir perdre leur emploi. Et oui, les travailleurs qui sont privés d'emploi, ils acceptent les emplois avec les conditions de travail les plus dures et les salaires les moins rémunérés. Et donc c'est bien pour ça que la CGT, on défend confédéralement du coup l'idée d'une sécurité sociale intégrale qui protège tous les travailleurs de la maladie, du chômage, de la vieillesse, et du coup d'une sécurité sociale intégrale qui indemnise 100% des privés d'emploi. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est l'enjeu en tout cas nous, le Comité national des privés d'emploi et précaires, on analyse cette sécurité, ce combat-là pour la sécurité sociale intégrale comme étant la bataille de notre temps, la bataille de notre classe, puisque ce que le gouvernement et le patronat y visent, c'est les 417 milliards d'euros de la protection sociale, de nous supprimer notre sécurité sociale pour nous remplacer par le revenu universel d'activité et se faire de l'argent sur tout, se faire de l'argent sur nos retraites, se faire de l'argent quand on est malade et se faire de l'argent de même quand on est au chômage. Voilà, ça paraît fou, mais demain, il y aura des complémentaires chômage, au même titre qu'aujourd'hui, il y a des complémentaires santé. Voilà, donc cette société-là, il faut la refuser, parce que cette société-là, c'est la société vers laquelle veulent nous entraîner les capitalistes. Il faut la refuser, il faut dire que ce sont nous qui créons les richesses, et donc c'est à nous de les reprendre, entreprise par entreprise, et puis voilà, aussi dans toute la société. Merci. Donc je vais continuer. Denis tout à l'heure a parlé donc des occupations qui sont en ce moment en France dans beaucoup de lieux culturels, pas seulement des théâtres bien sûr, mais des cinémas, des SMAC, c'est-à-dire des salles de concert. 104 lieux, ce qui présage quand même d'une prise de conscience importante vis-à-vis de cette réforme.
Nous sommes depuis un an, en fait, arc-boutés contre cette réforme du chômage. Le 6 juin 2020, lorsque M. Macron nous a demandé d'enfourcher le tigre, nous l'avons fait et nous continuons. Donc nous sommes déterminés à ce que les revendications premières soient effectivement entendues. Alors, il y a, comme vous le disiez, vous l'avez bien expliqué, je ne reviendrai pas dessus, cette réforme du chômage qui est pour le moment évidemment sur le régime général, mais elle va nous impacter en ce qui concerne nos professions plus spécifiques aux annexes 8 et 10, c'est-à-dire artistes, techniciens dans l'audiovisuel et le spectacle vivant, en octobre 2022. Donc, c'est demain. Donc il est évident qu'on doit travailler ensemble à ce que cette réforme soit purement et simplement abrogée. Le plan de relance aussi nous importe absolument parce que comment reprendre les programmations, comment reprendre le travail lorsque les financements ne sont pas présents. On ne peut pas faire une programmation en claquant des doigts. En se disant tiens demain on réouvre et la programmation va reprendre. Il y a beaucoup de personnes en ce moment dans nos secteurs qui sont depuis un an sans travail. Il y a à peu près 200 000 personnes qui ne travaillent pas et qui ne demandent qu'à reprendre les plateaux, les concerts, les rigueurs qui sont à l'événementiel, qui sont à l'arrêt, etc. Et nous allons donc continuer à revendiquer que ces personnes puissent reprendre le travail dans de bonnes conditions et avec des droits sociaux avant tout. C'est un préalable à la réouverture des lieux. Voilà, pour nous, à l'heure actuelle, là où nous en sommes, et nous sommes tous et toutes déterminés, ce sont les droits sociaux qui priment. Parce que, comme vient de le dire Pierre, tout ce que l'on veut nous enlever depuis des années, depuis la RGPP 2007, eh bien, est en œuvre. Nous sommes un service public lorsque nous parlons de culture aussi. C'est un service au public, mais c'est un service public. C'est-à-dire que nous avons la nécessité aussi de devoir amener des œuvres un peu partout, dans tous les territoires, et pas seulement centralisées, par exemple, une capitale éventuelle. Alors... Dans le fait, je ne cite pas la capitale en question, mais oui, alors l'Odéon, vous avez donné le feu vert sur le démarrage effectivement des occupations le 4 mars et ensuite un peu partout on a enclenché parce que ça faisait longtemps qu'on avait quand même mis les turbos depuis octobre, on est en mobilisation lorsqu'il a fallu penser aux réouvertures et qu'on nous a parlé de fermeture. Mais je voudrais revenir aussi sur les caisses sociales. Pour rester dans ce domaine-là, nous ne travaillons plus depuis un an, donc nous n'avons pas de cotisation sociale comme elles devraient abonder nos caisses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en maladie ou qui sont des femmes, bien sûr, en grossesse, qui n'ont pas d'indemnité journalière parce qu'on n'a pas pu travailler suffisamment dans l'année. Et nos caisses sont en perdition, nos caisses de formation, nos caisses de sécurité sociale, nos caisses de maladie, la médecine du travail, etc. Et c'est véritablement un drame social qui se joue là. Ce n'est pas seulement une histoire de pandémie et de crise sanitaire. C'est un véritable drame social. Il faut qu'on soit consciente et conscients, toutes et tous ensemble, que nous devons travailler ensemble à ce que cette chose-là soit repoussée, que le gouvernement entende, en tout cas fasse à minimum preuve d'une écoute un tant soit peu digne de ce que nous vivons. Il y a également les jeunes ou moins jeunes entrants dans nos métiers qui n'ont pas pu obtenir leur régime d'assurance chômage, dont celui dont je parlais tout à l'heure, les annexes 8 et 10, en mars 2020, qui malheureusement ont été arrêtés par le Covid, alors qu'ils n'avaient ou elles n'avaient que quelques heures en moins qui auraient pu permettre un régime d'assurance chômage, c'est-à-dire d'être indemnisés, d'avoir une rémunération effectivement de complément. Eh bien, tous ces gens ont été obligés de retourner bien chez leurs parents ou faire effectivement, comme on le disait tout à l'heure, la queue devant le secours populaire pour essayer de se nourrir. Et c'est intolérable à l'heure actuelle, en 2021, en France, le pays des Lumières. Nous réclamons à ce que le seuil des heures soit abaissé pour que les jeunes entrants, mais il ne s'agit pas d'une question d'âge, comme on nous l'a préconisé, à moins de 30 ans. Non, c'est une question de jeunesse dans le métier,
C'est-à-dire qu'on peut commencer ce métier à tout âge, c'est ça qui est merveilleux, mais on y a droit aussi aux droits sociaux. Et ce sont ces droits-là que nous réclamons aussi pour ces personnes. Alors évidemment, nous demandons à ce que notre année blanche, qui est plus spécifique à nos métiers, qui a permis cette année à certaines personnes, techniciens ou artistes, de continuer à vivre un tout petit peu décemment, eh bien, nous demandons à ce que cette année soit prolongée jusqu'à ce qu'on nous dise que la reprise effective du travail pourra reprendre l'année d'après. C'est-à-dire que là, il va bien falloir comprendre que ce n'est pas parce qu'on va nous dire que les lieux réouvrent le 19 mai, par exemple, ou bien que les cinémas vont réouvrir et que les films vont à peu près reprendre les écrans. Il y a 450 films en attente. Il est évident qu'on ne va pas pouvoir les épuiser comme ça en l'espace de 3 mois. Il y a des programmations nombreuses qui sont à 2 ans annulées. Des concerts qui ne peuvent pas avoir lieu, et vous l'avez vu, hein, assis, debout, couché, tout ce que vous voulez. En tout cas, ces concerts-là vont peut-être pas avoir lieu avant 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une échéance courte, on parle d'une échéance à longue durée. Et dans nos métiers, on parlait tout à l'heure de l'égalité homme-femme, dans nos métiers, les femmes ont quitté pour beaucoup les domaines de la technique. Beaucoup de femmes étaient techniciennes et n'ont plus pu continuer à travailler parce que pas assez d'heures de travail et donc une famille à nourrir, bien souvent monoparentale, etc. Elles n'ont pas pu faire de formation, nos caisses de formation sont en berne financièrement, donc c'est un drame social, je le répète, et franchement, je suis heureuse de voir que bon nombre de lieux, et qui continuent encore, parce que ceux qui sont là aujourd'hui occupés sont au nombre de 104, mais ça continue encore à essaimer. Et il faut qu'on ouvre sur tous les secteurs professionnels, parce que ce sont tous les secteurs professionnels qui sont touchés. Pas seulement, évidemment, nos secteurs. Et si nos lieux peuvent servir de porte-voix, ce qui est à l'origine leur mission première, c'est de recevoir les citoyennes et les citoyens et de créer de la pensée, de créer un monde, de créer effectivement des appuis dans lesquels nous pourrons demain vivre heureuses et heureux, parce qu'il y a ça aussi, en dehors de tout droit, en dehors de tout salaire, en dehors du travail, il y a la réalisation de chacune et de chacun. Et cette réalisation personnelle, on a tendance à l'oublier beaucoup. On parlait de mission locale tout à l'heure. Moi, je travaille avec des jeunes justement en mission locale. Eh bien, leur avenir, à courte vue et même à longue, est terrifiant de désespérance. Alors oui, il faut réenchanter tout ça. Il faut réenchanter le monde de demain. Il faut que l'on soit forte et fort ensemble, et pas seulement le 1er mai, mais bien au-delà. Rejoignez-nous, soyons ensemble et nous irons rejoindre aussi les entreprises qui sont en difficulté. Il faut absolument que l'éducation populaire réintègre les entreprises. On a affaire ensemble, les camarades, pour celles et ceux qui regardaient cette émission aujourd'hui, on a vraiment affaire ensemble. Et moi, j'ai bon espoir qu'on y arrive. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long maintenant. Il y a encore plein de choses à dire, mais je ne veux pas être sectorielle. Et je te redonne la parole, Chloé. Est-ce que quelqu'un à la table, un camarade, veut encore intervenir ou pas, avant de passer au débat et aux questions? Oui, vas-y. Ouais, un truc très court, parce que je suis comme Catherine à penser que cette bataille, Pierre a fait le lien avec beaucoup de batailles, c'est une bataille pour l'emploi, on pourrait parler de tout ce qui est fait sur les bureaux d'embauche et autres, mais cette bataille, on peut la gagner. Ce sujet, c'est un sujet désespérant, d'habitude, on ne sait pas par quel bout le prendre, sauf que là, on a fait déjà reculer le gouvernement de l'opinion. Si vous regardez la façon dont les médias traitent le sujet, eh bien maintenant, c'est le gouvernement qui est sur la défensive, à devoir justifier pourquoi il baisse les droits des chômeurs. Son discours qui dit que c'est pour le bien des chômeurs a complètement fini d'être discrédité. Et donc déjà, on a gagné quelque chose, c'est que clairement, cette bataille, on a gagné dans l'opinion l'idée que cette bataille, c'est une baisse des droits des chômeurs, point, c'est tout, et que c'est un scandale. Y compris les journalistes de la presse bourgeoise, interrogent les gouvernements, mais pourquoi vous baissez les droits des chômeurs? Et personne n'y croit. Personne ne croit les arguments de Mme Borne, par exemple, la ministre du Travail, comme quoi c'est pour leur bien que ça va se passer. Ça les a déjà mis sur la défensive. Cette réforme, évidemment, on a
on l'attaque sur le plan juridique. On avait déjà gagné une annulation partielle au mois de novembre au Conseil d'État et on va continuer à le développer. Et on a des arguments très forts et on a beaucoup travaillé sur la question, particulièrement à la CGT, notamment avec un sociologue, Mathieu Grégoire, qui a notamment construit avec Claire Vivès un outil remarquable pour analyser les effets de la réforme et qui nous sert maintenant. Mais c'est une bataille juridique, mais c'est une bataille politique et syndicale. On peut le gagner sur le plan syndical parce que les mobilisations sont possibles pour les droits sociaux. Et ça, voilà, je ne développerai pas parce que le 23 avril et le 1er mai, on va le démontrer que ce sujet est au centre et qu'on peut le faire. Et c'est un enjeu pour la CGT de se battre contre la précarité en représentant réellement des millions de travailleurs pour lesquels on a un enjeu syndical à défendre à la fois leurs droits au travail et leurs droits à la protection sociale. Je vais rajouter une petite chose. Hélène, justement, disait que c'était pas trop le temps. Ouais. Déjà des questions. Je rajoute juste une chose aussi, c'est les autrices et les auteurs qui sont terriblement oubliés. Et on débattra peut-être de ça, mais les artistes plasticiennes, plasticiens, les autrices, les auteurs qui n'ont pas de statut réel actuellement. Et quand je parle de statut, je ne parle pas du régime de chômage. Hein. J'entends bien un statut d'artiste. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'il y a 2 questions Facebook, une pour Denis, une pour Pierre. Et ensuite, il y a une question pour l'instant de la salle. On va juste commencer par les questions Facebook, comme ça c'est fait. La première, c'est Denis, donc je la lis. Il y a quelques jours, il y a eu une action pour sauver la chapelle d'Arblay, où Philippe Martinez s'est enchaîné avec d'autres militants de Greenpeace et d'Attaque devant le ministère. Le ministère a été occupé et les salariés avec Philippe Martinez, représentant le collectif Plus Jamais Ça, ont été reçus. Le collectif a annoncé une victoire pour la chapelle d'Arblay. Ne faut-il pas envisager la même action avec tous les travailleurs de la culture et bien sûr en présence de Philippe Martinez, y compris pour tous les salariés menacés ou en cours de licenciement? Qu'en pensez-vous? L'action, moi je n'y étais pas à Bercy, mais j'ai suivi et j'ai eu Philippe Martinez au téléphone pendant qu'il était encore à Bercy. C'est une belle action et effectivement ça fait des mois et des années que la CGT a tiré avec leur syndicat qui est dans la FILPAC l'absurdité de la fermeture de la chapelle d'Arblay. Bon, l'action a été menée à Bercy pour qu'il y ait un repreneur. Il va falloir voir comment les promesses sont tenues. Évidemment, il faut se battre sur tous les fronts. Et la question de la chapelle d'Arblay, mais aussi de ce qui se passe dans les fonderies, de ce qui se passe dans toutes les entreprises qu'a cité Pierre dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est une bataille qu'il faut évidemment amplifier. On parle beaucoup de convergence des luttes, mais il faut déjà qu'il y ait des luttes sur ce sujet. Et évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des luttes défensives, il faut des luttes avec des propositions. Et c'est ce qui a été fait sur la chapelle d'Arblay, de dire qu'il y avait une perspective justement, notamment en matière de transition écologique. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste de ce dossier-là. Je pense que les luttes, il faut une vraie impulsion pour les lancer. Il faut que la CGT lance une vraie impulsion pour lancer des luttes dans tous les domaines parce que l'attaque, elle est partout. Et le gouvernement et le patronat se servent de la crise pour faire passer toutes leurs recettes à tous les niveaux. Mais on l'a déjà dit tout à l'heure, donc je ne vais pas faire plus long. Alors la deuxième question de Facebook pour Pierre. Est-ce possible de mettre dans la sécurité sociale intégrale le droit à l'accès à un logement décent et à une alimentation saine? Ça, c'est des débats qu'on réglera entre nous en congrès. Mais bon, en tout cas, il faut quand même dire aujourd'hui quelle est la situation du logement en France, de l'accès à un logement et un logement décent, et aujourd'hui même de l'accès seulement à pouvoir se nourrir. Le gouvernement, il a mis en place une réforme des APL qui est rentrée en application au 1er janvier, qui va faire une économie d'APL d'environ 1,4 milliard d'euros. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en 2018, vous savez, les APL, elles avaient baissé de 5 euros. Et puis le gouvernement avait dit, bah, c'est bon, ça correspond à 7 paquets de pâtes. Il ne faut jamais avoir vécu avec 600 euros pour dire ça. Mais il avait dit 5 euros, c'est pas grand-chose. Bon, le taux de pauvreté en France, il avait augmenté en 2018 de quasiment 2%. Donc imaginez aujourd'hui, quand on dit qu'on va enlever des APL à des familles modestes, des travailleurs, privés d'emploi ou en emploi, mais des travailleurs. C'est pas des pauvres. C'est pas des pauvres, c'est des travailleurs. Il n'y a pas de pauvres dans ce pays. Il y a des travailleurs qui sont plongés dans la misère.
Donc la réforme des APL, bien évidemment, elle va faire exploser cette misère à un niveau qu'encore aujourd'hui on n'a pas. Il y a des actions qui sont menées justement contre ça par la CGT Indecosa et par d'autres associations de locataires comme par exemple le DAL qui va se battre pour la réquisition des logements vides. Il faut savoir que rien qu'à Paris, il y a 350 000 logements qui sont vacants. Des logements ou des bureaux. Il y a des lois, comme la loi Aubry, qui permet de réquisitionner des logements ou des bureaux qui sont vides pour l'application justement du droit au logement. Là, encore une fois, qu'est-ce qu'attend l'État pour régler ce problème? Macron, il nous avait dit qu'il n'y aurait plus aucun pauvre qui dormirait dans les rues. Eh ben, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, quand on dit pauvre, hein, on dit travailleurs, parce qu'on est tous travailleurs, on a tous que notre force de travail pour pouvoir vivre. Et la deuxième question sur l'alimentation, alors qu'il y a des queues qui ne cessent de s'amplifier devant les banques alimentaires, donc des étudiants, des travailleurs privés d'emploi, aussi des travailleurs qui sont privés de titres de séjour et qui, eux, non plus n'ont pas accès à l'indemnisation chômage alors qu'ils travaillent. Le gouvernement, il a supprimé 2 millions d'euros dans le budget de l'aide alimentaire. C'est quasiment 10% du budget de l'aide alimentaire. Donc c'est sûr que là, il y a une réflexion à avoir aujourd'hui sur quel est le droit et quelle est la possibilité d'avoir accès à un logement décent et à une alimentation décente, correcte, équilibrée. Voilà. Donc ça c'est des enjeux qu'il faut discuter dans la CGT. Et au-delà de ça, surtout, et bien mettre tout en lien les choses. C'est-à-dire que la question du logement, la question de l'alimentation, ça fait forcément écho à la production de ces services. Le logement décent, par exemple, il y a la question de l'électricité. C'est pas pour ramener ça sur le tapis, mais quand on parle de Gardanne, c'est une centrale à charbon qui alimente en énergie des dizaines de milliers de foyers dans les Bouches-du-Rhône. Si on ferme Gardanne, c'est pas seulement des ouvriers, des salariés, des employés qui vont perdre leur emploi, c'est des foyers entiers dont la facture d'électricité, elle risque d'augmenter dans le futur. Et du coup, avoir accès à une énergie et à un logement décent, ça va devenir plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de mettre la lumière, de faire un jeu sur ces questions-là, sur l'industrie. L'industrie, non, l'industrie, elle n'est pas polluante. L'industrie, elle sert à répondre à des besoins sociaux. Gardanne, ça répond à des besoins sociaux. Et donc, il faut la défendre. Il faut défendre Gardanne. Et donc, c'est pour ça que le 20 mai, il y a un grand rassemblement sur Gardanne pour dire on va défendre cette industrie-là parce qu'encore une fois, les camarades de la centrale, ils ont des projets alternatifs pour permettre la continuité de la production d'électricité à Gardanne. Et c'est ça qu'il faut défendre. Juste un tout petit mot sur les salaires. Après, l'industrie, elle peut être polluante, mais c'est au patronat de payer les conséquences de ça. C'est aussi au capitalisme on peut avoir des propositions pour une industrie qui fonctionne autrement, mais c'est un autre débat. Et juste pour répondre sur la question, c'est une question sur les salaires aussi. C'est une question. La précarité, c'est une forme de baisse de salaire, puisqu'on ne paye les gens que pour des tâches, on les paye qu'à la tâche, on les embauche pour des contrats de plus en plus courts, et on ne les embauche pas sur de l'activité qui est en réalité permanente, une production de richesse qui est captée par le capitalisme. Donc la question des salaires pour les plus précaires est une première chose. La question des salaires de tous ceux qui sont en CDI ou même dans la fonction ou des statuts de fonction publique, elle se pose quand on voit le niveau des salaires de beaucoup de la majorité des gens et la non-reconnaissance des qualifications, notamment pour les plus jeunes. C'est une question qui doit être traitée parce que on a parfois du mal à se mobiliser sur les salaires en période de crise, mais c'est aussi la réponse pour le logement. Enfin, c'est une partie de la réponse pour le logement et pour l'alimentation. Ah, notre micro marche pas. Du coup, on va passer aux questions de la salle. Christophe, à toi. Bonjour Christophe. Voilà, la question que je voulais poser, c'était est-ce qu'il y avait des discussions européennes sur le sujet de l'assurance chômage actuellement par rapport à ce qu'on vit en France avec les théâtres occupés et avec toutes les opérations, mais pour tout le reste aussi? Alors,
déjà sur les théâtres occupés, il y a quelques théâtres occupés à Bruxelles et 3 en Italie, donc il n'y a pas encore un mouvement européen. Hein, bon. Et puis la question ici, qui se pose en France dans tous les lieux occupés ont porté, entre autres, la question de la réforme de l'assurance chômage, qui n'est pas le seul thème, hein, mais à Bruxelles ou en Italie, la question ne se pose pas de la même façon. Il n'y a pas une réforme de l'assurance chômage en cours en Italie, par exemple. Par contre, il y a un agenda européen. Ça a été dit tout à l'heure, il y a un agenda européen sur la réforme de l'assurance chômage. L'agenda des néolibéraux, il est d'avancer des réformes structurelles. Pierre l'a dit, par rapport au conditionnement des plans de relance et au financement européen. L'Allemagne a déjà fait, ça s'appelle les réformes Hartz IV, il y a quelques années, une casse de l'assurance chômage. Le système britannique, ça a été fait encore auparavant. Donc en gros, Macron qui a même commandé un rapport comparé en 2015 quand il était ministre de l'économie avec le ministre allemand de l'économie de l'époque. Dans ce rapport de 2015 figure une situation comparée entre France et Allemagne et figure le fait qu'il faut absolument faire une réforme d'assurance chômage. C'est pour ça que là c'était annoncé, une réforme d'assurance chômage qui incite soi-disant les chômeurs à retrouver du boulot. Donc il y avait la même philosophie, en leur coupant les vivres, et qui est extrêmement violente. On avait échangé avec les syndicats allemands, des GB notamment, il y a eu un chercheur de la question qui disait qu'en gros, au bout d'un an en Allemagne, c'est une espèce de super RSA, tu dois accepter n'importe quel boulot, sinon on te coupe les vivres. Surtout si tu as moins de 30 ans, je crois, tu dois aller n'importe où en Allemagne et on te coupe les vivres alors, au premier refus. Donc on a ça en France avec le deuxième refus. Mais c'est ce qu'on appelle l'activation des dépenses d'assurance chômage. Ça existe déjà en France depuis 2000, et là, c'est une accélération de ça, à travers notamment les sanctions contre les chômeurs, ce qui crée par ailleurs des tensions dans les pôles emploi de façon très très grande, les radiations. Et donc, oui, il y a un agenda européen qui consiste à dire que l'assurance chômage, en fait, c'est conditionné au fait d'accepter la politique patronale de l'emploi, pour dire les choses exactement comme ça, puisque c'est comme ça que c'est inscrit dans les programmes. Et évidemment, il y a une autre conception de l'assurance chômage, une autre conception de la protection sociale qui, au contraire, est de dire toute personne, et c'est ce qui est inscrit dans le programme du Conseil national de la résistance et même dans la Constitution de 1946, c'est que toute personne a droit au travail, pas seulement à l'emploi, mais droit au travail, et a droit à un revenu de remplacement si l'on est privé. Et évidemment, on est complètement à l'opposé avec cette philosophie de l'agenda libéral, en particulier de ceux qui dirigent l'Europe actuellement. C'est qu'il y a une idée aujourd'hui qui avance dans l'Union européenne, c'est l'idée d'un revenu minimum garanti européen. Et le revenu minimum garanti européen, qu'est-ce qu'il ferait? En fait, il remplacerait l'assurance chômage, l'indemnisation chômage, l'indemnisation chômage qui, elle, est financée à partir des cotisations, c'est-à-dire à partir des richesses qui sont créées dans les entreprises, par, du coup, un revenu minimum garanti qui serait, lui, financé par l'impôt. Et donc ça, encore une fois, c'est la grande entourloupe de notre temps, quoi. C'est de dire que les cotisations, il faut les supprimer, il faut supprimer tout ce qui est protection sociale et remplacer tout ça par une espèce de protection d'État, de charité d'État, qui s'accompagnera de toute manière d'un contrôle social. C'est quand même ça qu'il faut se dire. On a tous en tête, dans le Grand Est, ce qui s'est passé où on a imposé aux allocataires du RSA du bénévolat en échange, en contrepartie du RSA. Voilà, c'est ce projet-là qu'ils ont de toute manière le patronat européen en tête. C'est une réduction des droits, arrêter de payer le salaire, puisqu'en 30 ans, c'est grosso modo 300 milliards d'euros qui ont été enlevés aux travailleurs en Europe. Maintenant, ce qu'il s'agit, c'est pays par pays enlever cette part indirecte du salaire qui a été sanctuarisée, alors en France au terme de la sécurité sociale, mais qui petit à petit, on est en train de nous reprendre cette part-là de notre salaire par la suppression des cotisations, comme Denis l'a dit, et puis aussi par la spéculation. L'assurance chômage, il faut savoir qu'il y a des titres d'assurance chômage qui sont émis sur les marchés financiers. La dette de l'assurance chômage, ça permet de faire des petits. La dette des branches de la sécurité sociale, ça permet aux rapaces financiers de faire de l'argent. Voilà, donc il y a très clairement, c'est sûr, c'est évident,
qu'ils se coordonnent à une échelle européenne pour se dire on va mettre ça en place et on va reprendre du salaire à tout le monde, de tous les travailleurs d'Europe, quoi. Ça, c'est évident. Et c'est au-delà seulement de l'aspect assurance chômage. En Lituanie, je ne sais pas si on a tous vu ça, mais il y a un rapport qui est sorti pour dire que la retraite, il fallait la reculer à 72 ans. À 72 ans, les ouvriers ils sont morts en Lituanie, mais comme en France. Donc voilà, c'est ça, ils n'ont pas de limite et c'est évident que les solutions de destruction des conquis sociaux d'un pays, elles sont transposables à un autre et ça ils le font. Ils l'ont fait pour la loi travail, ils le feront pour les lois de sécurité sociale, c'est une évidence. Alors juste pour, enfin tu l'as déjà dit, mais par rapport au RSA, etc., RUA et tout, c'est que même la réforme des APL, en fait, elle s'inscrit dans une réorganisation complète parce qu'avec la réforme des APL, il va y avoir un recalcul trimestriel des droits à l'APL, etc. Et c'est en fait un premier tremplin pour faire passer le revenu universel d'activité dans quelques temps aussi. Donc tout est lié et c'est évidemment en lien avec la case de l'assurance chômage. Et comme Pierre a dit, le travail bénévolat qui est une des composantes les plus importantes en fait des minima sociaux, travail gratuit, bénévolat, travail gratuit et travail forcé. Voilà. La parole est à Marius de la Salle. Oui, bah, du coup c'est un peu la question que je voulais poser parce qu'on a beaucoup parlé de la jeunesse et c'est vrai qu'on est déjà parmi ceux qui sont énormément exclus des droits à l'assurance chômage et en plus qu'on se retrouve comme souvent parmi les premiers touchés par le chômage qui est en ce moment. Et moi si j'écoute Macron, la solution qu'il me propose c'est le RUA en disant que ça sera universel et que ça va régler mon problème parce que du coup j'y aurai droit alors qu'avant pas forcément. Et puis en plus on me dit que que je vais mieux gagner parce que on va tout fusionner, ça sera plus simple, etc. Et du coup c'était voilà, pour poser la question si vous avez des choses à dire là-dessus. Il y a d'un côté une vague de licenciements, de l'autre une attaque sur l'assurance chômage, et puis on nous fait passer une transformation du RSA, qui était lui-même une transformation du RMI, et du coup, voilà, quel lien dans tout ça? On va peut-être répondre à deux, mais clairement, la position de Macron et des néolibéraux, c'est pas de détruire complètement la protection sociale, c'est de le ramener à un filet de sécurité minimal. Et donc, le revenu universel d'activité, donc le RUA dont tu as parlé, c'est la poursuite d'une politique qui vise à transformer le RMI, le RSA, le RUA et finalement même l'assurance chômage. L'assurance chômage, il faut se rappeler que Macron avait promis qu'on allait l'ouvrir, par exemple, aux travailleurs indépendants. En réalité, il y a 300 personnes qui ont eu droit, ou 500, je ne sais plus, enfin quasiment rien. Mais l'horizon, il est tracé. On va faire une allocation chômage de 800 € pendant 6 mois. Et conditionné à plein de conditions extrêmement difficiles à atteindre. Et le RUA, y compris en y intégrant l'allocation adulte handicapé, enfin, c'est arriver à faire ce filet de sécurité qui ne permet pas de vivre, mais qui est conditionné à beaucoup de choses, mais par contre qui essaye d'éviter les jacqueries et qui détruit la protection sociale parce que c'est l'alternative, c'est pas en plus, c'est déjà totalement insuffisant pour vivre, mais c'est pas en plus de la protection sociale, c'est à la place de la protection sociale. Alors, on va pas avoir le temps de détailler, mais effectivement, les principales victimes de la réforme d'assurance chômage, si on n'arrive pas à l'empêcher, ce seront très majoritairement des jeunes qui sont déjà pas concernés par le RSA, qui n'ont pas accès au RSA. Et là-dedans, il y a de profondes inégalités sociales, bien évidemment, selon les revenus de ses parents. On n'est pas dans les mêmes, on n'est pas dans les mêmes conditions pour affronter la question. Donc, la question, justement, elle revient sur quelle politique de l'emploi déjà on veut. Il y a beaucoup de choses à dire, mais Pierre en a pas mal parlé. Notamment sur les services publics et sur, par exemple, l'indépendance industrielle. Ça, c'est une grande question qu'on a vu apparaître dans le Covid. Mais elle est aussi sur quelle protection sociale on veut. Et c'est pour ça que nous, on propose une protection sociale qui commence dès la fin des études secondaires, donc dès l'entrée, en gros à peu près autour de 18 ans, pour avoir un revenu, qu'on puisse, y compris, dire que les études, c'est du travail, c'est de la formation qualifiante, et que ça doit être ensuite, on doit avoir droit à un revenu qui progresse,
qui tiennent compte de l'ancienneté, même quand il y a discontinuité de l'emploi, même quand on n'a pas fait de l'intérim, quand qu'on a changé d'entreprise, et que tous les droits doivent être attachés à la personne et garantis collectivement, parce que sinon on perd tout d'un contrat à l'autre, et notamment à travers le chômage et toute la protection sociale. Et donc c'est ce qu'il faut arriver à défendre, et ça existe déjà, parce que c'est le principe même de la sécurité sociale, et c'est ce qu'il faut arriver à étendre. C'est la seule façon de garantir à tout le monde de ne pas se retrouver avec une absence de revenus, ni même une espèce de micro-filet de sécurité totalement inacceptable, et en particulier pour les jeunes. Juste pour préciser aussi, quand on vous parle de RUA, ce qui se cache derrière pour l'État aussi, c'est d'arriver tout simplement à supprimer des emplois dans les organismes concernés, c'est-à-dire dans les CAF, à la sécurité sociale, à la retraite. Parce que donc ce qu'ils voudraient, en gros, c'est que vous appuyez sur un bouton, tout simplement, pour avoir votre allocation qui soit calculée. Donc c'est aussi pour ça qu'ils voulaient simplifier la fameuse retraite à points. Mais c'est absolument un danger, parce que dans ces cas-là, vous n'aurez plus que la machine ou que l'ordinateur comme interlocuteur. Il n'y a plus aucun accompagnement. Et donc, bien entendu, c'est quelque chose qui n'est absolument pas acceptable, puisque sinon, vous resterez à vie avec votre filet de sécurité. Et puis, j'en profite juste pour vous dire à quel point ils sont déjà prêts. C'est qu'au gouvernement, on a Amélie de Montchalin, qui est ministre, qui s'occupe de la fonction publique, qui arrive de chez AXA, et qui avait déjà préparé des rapports quand elle était au conseil d'administration d'AXA sur la vente des complémentaires retraite et autres types, et aussi les surcomplémentaires santé. Donc, ils sont déjà prêts à s'emparer de tout ce secteur-là. Donc effectivement, le RUA est aussi un piège dans ce sens-là. Moi, j'aimerais quand même rappeler aussi quelque chose d'importance, c'est que ces cotisations dont nous parlons et ces droits dont nous parlons, c'est notre travail. Ces cotisations, c'est nous qui les générons. Donc, nous y avons droit ensuite lorsque nous avons un accident de carrière, ou bien lorsque nous sommes malades, ou bien lorsque nous n'avons pas de travail à un moment donné. C'est ce qu'on appelle effectivement un accident de la vie. Mais ce sont effectivement des salaires qui sont cotisés de façon à ce que l'on puisse, à un moment donné, ne pas être totalement en perdition. Et tout ce qu'on essaye de faire entendre aujourd'hui contre ce recul évident, comment peut-on vivre avec 650 € par mois? Mais sérieusement, c'est odieux. C'est odieux de pouvoir penser ça. Voilà. Et le travail que nous fournissons et nos cotisations, eh bien, on y a droit. Il faut se battre pour les garder. Voilà. C'était juste histoire de péter un petit coup de gueule parce que quand même, des fois, ça va, quoi. Juste peut-être pour dire que cette situation-là n'a pas toujours existé. C'est-à-dire que l'UNEDIC, quand elle a été fondée, il y avait un régime unique d'assurance chômage, c'est-à-dire un régime de solidarité entre ceux qui ont un travail et ceux qui en ont pas. La création d'un second régime, c'est-à-dire celui de l'assistance, c'est arrivé dans les années 80, où il y a d'abord eu une distinction entre ceux qui sont en droit et ceux qui sont en fin de droit, donc l'ASS, qui était déjà financé par l'impôt, et puis ensuite, après, il y a eu la création du RMI. Mais le projet initial, c'était pas du tout un régime d'assistance, de charité, à côté d'un régime, lui, financé et basé sur la cotisation sociale. Voilà, ça, c'était pas du tout le projet initial. Déjà, rien que ça, c'est une attaque. Rien que ça, c'est une attaque. Donc, c'est évident que la solution à la misère, c'est pas de dire on va étendre le régime d'assistance. Non. La solution à la misère, c'est de dire ce régime de l'assistance-là, on va en terminer. C'est-à-dire très clairement, on va arrêter avec les minima sociaux, parce que les minima sociaux, ils ne permettent pas aux gens de survivre. Et on va mettre en place un régime unique de solidarité, c'est-à-dire que 100% des chômeurs des privés d'emploi soient indemnisés au titre de l'ARE, c'est-à-dire de l'assurance chômage, c'est-à-dire d'un revenu de remplacement financé et basé, assis sur des cotisations sociales et non sur l'impôt. Parce que l'impôt, c'est nous qui payons. Les cotisations sociales, c'est une part de notre salaire, donc c'est le patron qui paye. C'est notre force de travail, c'est la valeur de notre force de travail. Donc cette richesse-là, il faut qu'on la reprenne parce qu'elle est à nous, c'est notre force de travail. Quand le patron, il supprime les cotisations sociales, ce qu'il fait, c'est qu'il baisse notre salaire. Donc il baisse la valeur de force de notre travail. Et après, il n'y a plus d'argent non plus, bien sûr, pour payer les hôpitaux, mais il baisse notre salaire. Voilà, c'est pas on augmente le pouvoir d'achat, c'est il baisse notre salaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas ?
Alors je propose qu'on... Non, là il n'y a plus rien. Ouais, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Juste, tu as une question, Christophe? Rapide. Alors, il faut un micro. Je veux savoir terminer un débat. Je voulais rajouter une question. Pourquoi les médias français parlent si peu de cette lutte et de cette problématique? Est-ce qu'il y a vraiment un blocage La question des médias, ça mériterait un débat en soi, hein, et de leur appropriation, que ce soit d'ailleurs même dans le service public, les syndicats du service public le disent aussi, mais c'est une vraie question. Mais ceci étant dit, il faut toujours regarder d'où on part et de là où on va. Franchement, c'est un sujet, on en a fait des négociations assurance chômage, par exemple, qui passent complètement inaperçues, alors que déjà il y avait 400 000 perdants, 300 000 perdants, comme en 2017, ça s'est fait à 23 h le soir, le lendemain une brève au journal de 13 h, on n'en parle plus. Et pourtant, c'était déjà une baisse considérable de droits. Il y avait déjà presque 1 milliard d'économies de fait à ce moment-là. Là, on est dans une période où on peut batailler et on peut essayer de retourner l'opinion. Et juste pour terminer, justement, c'est pour se dire que cette bataille, évidemment, il y a la bataille pour empêcher la réforme de l'assurance chômage et pour poser le débat pour une autre protection sociale. Il y a la bataille sur les services publics qui est menée actuellement, qui sont dégradés, détruits à différents endroits, et notamment dans la culture, mais dans plein d'endroits, dans l'énergie. Il y a une énorme bataille en ce moment. À la SNCF, ça a été cité, on ne peut pas tous les citer, mais il y a des batailles en ce moment. Il y a une bataille pour l'industrie, il y a une bataille pour l'emploi, il y a une bataille à tous les niveaux. Il y a une bataille pour la transition écologique qui fait des débats et qui doit être posée, parce que c'est notamment les plus jeunes posent cette question-là. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut arriver à porter, parce que là, on est face à un rouleau compresseur où ils vont se servir de la crise pour essayer de passer toutes leurs réformes. Et nous, on est en train quand même de monter des mouvements sociaux qui sont en train de prendre une ampleur importante et qu'on peut encore amplifier, parce qu'on a le moyen de gagner, on a le moyen de renverser la vapeur, et on a le moyen notamment de faire annuler la réforme d'assurance chômage pour rester sur le thème du débat. Voilà. Je propose qu'on termine maintenant. Du coup, un grand merci aux camarades qui se sont déplacés de la CGT dans toute la France pour venir participer à ce débat-là. Merci aux camarades présents ici, merci à l'UD, merci aussi aux camarades de France Télécom pour avoir apporté cette logistique-là. Juste 2 dates à rappeler. Demain, 1er mai, journée historique de lutte du mouvement ouvrier. Le rendez-vous est à 10 h au Vieux-Port, c'est important de venir. L'autre date importante, c'est le 20 mai. C'est une rencontre à la centrale de Gardanne des entreprises et secteurs en lutte, à l'appel de plusieurs unions départementales et fédérations de la CGT. La journée se terminera par un meeting à 16 h 30. C'est aussi important, très important de venir. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. Au revoir, merci.